Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Mamadou Diop, 6 ans après sa mort, sa famille attend les 20 millions d'indemnisation de l'État. Sa veuve n'a pas encore reçu sa pension non plus, mais ses enfants sont bel et bien pris en charge par l'État. Les précisions du père de la victime et celles du directeur des pupilles de la nation dans cette édition. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Mamadou Diop et de l'étudiant Balagaye à l'université où les étudiants se souviennent de leurs camarades. Le respect des franchises universitaires est exigé. Deuxième jour de grève du SAMES à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. C'est presque le calme total. Dakar n'est pas encore totalement propre. Dans certains quartiers, les camions ramasseurs d'ordures se font désirer. D'après les concessionnaires, tout sera au point dans 24 heures. En politique, l'opposition répond à Macky Sall qui compte pas nommer un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Les uns rectifient le président Sall, les autres parlent de coups durs pour les concertations en cours. Et puis la plateforme France Dégage ne va pas manifester devant l'ambassade de France à Dakar. L'autorité préfectorale s'y est opposée. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Le titre de l'actualité internationale. Tariq Ramadan, placé en garde à vue à Paris, l'islamologue suisse est poursuivi pour plusieurs cas présumés de viol. Page internationale aux couleurs électorales, Mali en passant par la Guinée, la Mauritanie, le Burundi et l'Égypte. Les oppositions se préparent à faire face aux partis au pouvoir. Entre scrutin présidentiel et municipal, 2018 s'ouvre avec un climat tendu dans plusieurs pays africains. Et nous ferons le point. La page des sports sera présentée par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. Le menu avant le développement. Abdourahmane Ndiaye Adidas, nouvellement désigné entraîneur de l'équipe nationale masculine, bat le rappel des troupes dans la perspective des éliminatoires du mondial. 17 joueurs ont été présélectionnés. La liste a été rendue publique sur le site de la FIBA. Nous allons aussi parler dans ce journal de la fin du mercato dans la perspective du mondial de Russie 2018. Beaucoup de joueurs sénégalais ont migré vers d'autres cieux pour avoir plus de temps de jeu. On en profite pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui est désormais joueur d'Arsenal. Il a été officialisé ce matin et puis les rencontres dans différents championnats. Ce sera en toute fin de journal avec vous Antoine Diouf. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye, la presse du jour avec Georges Déthié Diop. Et point de vue sur les différents engagements de l'État, c'est par rapport à leur respect. Le rendez-vous du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après la sortie de l'avocat Abdoulaye Tine qui a déclaré que l'État n'a pas respecté ses engagements par rapport à Mamadou Diop tué par une voiture de la police le 31 janvier 2012 lors d'une manifestation de l'opposition. Aujourd'hui donc, c'est l'anniversaire de sa mort. À la suite donc de la robe noire, le père de la victime établi à Hambourg réagit. Selon lui, Mamadou Diop a été intégré dans la fonction publique et ses enfants sont pupilles de la nation, mais il reste les 20 millions d'indemnisation après le procès et la pension de la veuve de l'étudiant. Explication dans la capitale de la petite côte, Abdourahmane Diallo. 6 ans après la disparition de Mamadou Diop, le gouvernement peine toujours à respecter certains de ses engagements envers la famille du défunt. Mama Diop est le père de Mamadou Diop. Le président de la République m'a reçu au palais. C'était la première anniversaire de la mort de Mamadou Diop. Il avait contacté les différents ministres. Les enfants de Mamadou Diop, évidemment, 2 filles, sont déclarées pupilles de la nation. Il avait aussi appelé pour que Mamadou Diop soit réhabilité dans la fonction publique. Ça a été fait, mais le seul point qui reste, c'est de lui attribuer une pension pour sa veuve. L'État doit aussi 20 millions de francs CFA à la famille. Cela fait suite à une décision de justice. L'indemnisation qui a été fixée à la suite du jugement, on a connu il y a 2 ans, n'a pas été exécutée jusqu'à présent. Ça fait 2 ans de cela. Donc je m'en remets à Dieu. Tout ce que fera la justice concernant le problème de Mamadou Diop, je m'en remets à Dieu. Ce 6e anniversaire de la mort de Mamadou Diop est célébré à travers un récital de Coran. La famille de l'étudiant a prié pour le repos de son âme. RFM Bourg,
Abdourahmane Diallo. À la suite du père de Mamadou Diop, c'est le directeur des pipis de la nation qui demande l'avocat Abdoulaye Tine. D'après le docteur Mamadou Salou Diallo, c'est depuis 2013 que les enfants de Mamadou Diop bénéficient d'une allocation conformément à la loi. Voici le docteur Mamadou Salou Diallo avec Daouda Diouf. J'ai entendu à la radio l'avocat de la famille de Mamadou Diop parler de la non prise en charge des enfants de Mamadou Diop par l'Office national des pipis. Simplement, je tiens à vous rappeler que certainement il n'a pas eu des informations ou bien la famille ne l'a pas informé correctement. Mais ce que je peux dire, que ces enfants-là ont été bien déclarés pupilles de la nation depuis 2013 et que depuis cette date-là, depuis le mois d'août de 2013, ils perçoivent les allocations qui sont données aux enfants qui ont obtenu le statut de pupille de la nation. Donc, c'est simplement pour dire, peut-être pour ne pas verser dans la polémique, nous tous nous prions pour le repos de Mamadou Diop et dire simplement que vraiment dans des situations pareilles, les gens devraient pouvoir quand même s'informer avant de pouvoir donner des allégations qui sont complètement fausses. Et pour simplement étayer mon propos, je vais vous donner le numéro du décret. Le décret a été pris en 2013, le décret 2013-1076 du 7 août 2013. Donc, pour dire que ces enfants-là ont bien obtenu le statut de pupille de la nation. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants commémorent la disparition de Balagaï il y a 17 ans quand cet étudiant perdait la vie lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à l'UCAD. C'est pourquoi d'ailleurs ses camarades demandent à la police de respecter les franchises universitaires et au gouvernement de mieux gérer leurs préoccupations. Anna Rocha, compte rendu. C'est dans le jardin qui fait face au coude que des dizaines d'étudiants se sont réunis ce matin pour prier pour Balagaï, rendre hommage à un camarade qui, en fin de compte, leur a beaucoup apporté. Franck Dadi-Diatta est le président de la commission sociale de l'amicale de la faculté de droit et porte-parole du jour. Balagaï est pour nous une figure emblématique du syndicalisme universitaire. C'est suite à sa mort que les étudiants, qu'on a eu la suppression de la carte de Koudou qui donne accès à tous les étudiants au restaurant. C'est suite à sa mort qu'on a eu la généralisation de la bourse. C'est suite à sa mort également qu'on a eu la diminution des tickets de restaurant. Balagaï, Bassirou Faye, tous tombés lors de violences entre forces de l'ordre et étudiants. Il faut en tirer des leçons, oui, mais les étudiants se défendent et dénoncent le comportement des policiers. Ce sont ces policiers-là qui devaient se conformer en premier lieu à la loi. C'est ce qui est inadmissible. Poser des actes allant dans le sens d'inciter à la violence, on ne le veut pas. Mais malheureusement, ce sont les autorités qui nous instrumentalisent à la violence. Quand nous procédons à des négociations, elles ne nous prennent pas du moins au sérieux jusqu'à ce qu'on commence à poser des actes entre guillemets violents. Balagaï, 17 ans après, les étudiants de l'UCAD ont toujours la mémoire fraîche. Ce fameux 31 janvier 2001, où il a reçu une balle dans le dos. Les étudiants appellent l'État à accompagner les familles des victimes. Pour leur part, ils vont remettre à la famille de Balagaï une enveloppe symbolique en guise de soutien. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains note une défaillance de l'État dans les affaires Mamadou Diop et Balagaï. D'après Maître Hassan Diamandiaï, ces dossiers risquent de ne jamais être élucidés, ce qui a suscité, selon lui, la déception chez les familles des victimes. Maître Hassan Diamandiaï était l'invité de RFM Matin. Le papa que nous avons reçu hier nous a dit de façon claire qu'il ne s'exprimera plus sur cette affaire et qu'il s'en remet à Dieu et que pour lui, c'est une affaire qui est derrière lui. Et ça, c'est pas un sentiment évidemment de rejet d'une justice, mais simplement c'est un dégoût. C'est un dégoût parce que cette famille estime que nonobstant toutes les promesses, malgré toutes les promesses qui ont été tenues, et surtout, comme je l'ai dit, ce devoir de mémoire, de reconnaissance qui était dû à son fils, qui était son soutien, son unique soutien, il ne comprend pas cette position de l'État et de la justice de façon générale, qui n'a jamais posé des actes forts allant dans le sens d'une manifestation réelle de la vérité. Et on a l'impression qu'on a finalement présenté deux personnes qui semblent être des exécutants qu'il faudrait sacrifier, alors que nous savons que ce problème dépasse de loin évidemment l'acte qui a été commis ce jour-là, et qu'il fallait simplement mater des Sénégalais
au besoin décapiter un mouvement qui était crescendo et qui présentait beaucoup de périls pour le régime en place à l'époque. Malheureusement, coïncidence, nous célébrons également aujourd'hui l'affaire Balla Gaye qui, mutatis mutandis, toutes les choses étant par ailleurs égales, s'inscrit dans la même lignée que l'affaire Mamadou Diop. Sa famille n'a reçu aucune indemnisation également de la part de l'État. Donc, de ce point de vue également, nous sommes dans ce qu'on appelle une défaillance du système judiciaire de façon générale. C'est une double mort pratiquement. Maître Hassan Djomandjaye, la brigade de lutte contre la cybercriminalité sur les traces du propriétaire du site Sénéporno, donc visé par plusieurs plaintes. C'est une révélation de la présidente de la commission des données personnelles, Awa Ndiaye, qui fustige par ailleurs la publication de vidéos privées à l'encontre de la loi, promet que les auteurs vont être traduits en justice. Des propos tenus ce matin lors de l'ouverture d'un panel organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des données personnelles et de la vie privée. Vous l'entendrez lors de nos prochaines éditions. Il est 12h11. Vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal en est à son deuxième jour de grève, un mouvement qui a totalement paralysé l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Sur place, c'est presque le calme total comparé aux autres jours. Écoutons à ce sujet le secrétaire général du SAMES, section Roi Baudouin, le docteur Jean-Baptiste Diouf au micro de Salif Sow. Le mot d'ordre a été suivi par l'ensemble des médecins affiliés au SAMES au niveau de notre structure, le centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye. Seule la prise en charge des malades hospitalisés et la prise en charge des urgences ont été assurées. Alors, il était important pour nous de montrer à l'autorité que nous tenons vraiment au respect du protocole d'accord qui a été signé depuis le 31 décembre 2014. C'est pourquoi nous avons suivi le bureau exécutif national dans le mot d'ordre qu'ils nous ont donné d'observer un mouvement de grève de 3 jours. Alors, je pense qu'à l'issue de ces 3 jours, une évaluation sera faite au niveau central et une suite sera donnée au mouvement. Malgré l'arrêt de la grève des concessionnaires, il y a encore des ordures à Dakar. Et pourquoi? Les concessionnaires expliquent cette insalubrité par les difficultés pour accéder à la décharge de Mbebes. Cependant, ils promettent de rendre la capitale totalement propre dans 24 heures. Le porte-parole des concessionnaires, Ndongo Fall, est avec El Hadj Ndiogoudien. En matière d'ordures, si tu rates une journée sans collecter, il te faudrait 3 ou 4 jours pour le rattraper. Et malheureusement, nous avions arrêté les travaux de plus de 4 jours. Donc, il nous faudrait encore quelques jours pour le rattraper. Mais néanmoins, nous avons fait sortir tous nos moyens logistiques. Inch'Allah, dans quelques jours, vous verrez le constat. Alors, vous donnez quel délai pour débarrasser complètement Dakar de ces ordures? Au plus tard dans 2 jours. Actuellement, nous avons déjà sorti nos moyens logistiques, mais malheureusement, ce qui fait défaut, à Mbebes, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas travailler la nuit. On avait décidé de travailler jour et nuit, au moins avant l'arrivée de notre grand hôte, à savoir le président de la République française, qui sera hôte de monsieur le président de la République et de tous les Sénégalais. Nous voudrions à son arrivée que tout soit nickel. Et Inch'Allah, vous verrez, dans 24 heures, vous ferez le constat. Dakar sera totalement propre dans 24 heures, voire 48 heures. Les rues de la capitale ont été inondées d'ordures ces tout derniers jours. Vous l'avez sans doute constaté. Cela du fait de la grève des concessionnaires à qui l'État doit encore de l'argent. Et même s'il est vrai que la situation a été décantée par le Premier ministre, les populations disent qu'elles ne veulent plus vivre ce qu'elles ont vécu. Le reportage de Salimata Ao. Des sacs d'ordures, des poubelles pleines, les mouches et les fourmis se régalent devant ce tas d'ordures. C'est le décor à la rue 19 de la Médina. Mam Astou, septuagénaire, affirme que c'était pire avant-hier. Personne ne pouvait respirer. Il y avait tellement de mouches, mais c'est catastrophique. Vraiment, on doit
penser aux concessionnaires. Ils ont des familles eux aussi. Devant son étal de petits sachets d'ordures, Abdou est vendeur de café. Il avance que l'État et les concessionnaires sont tous responsables. Que ce soit l'État ou les concessionnaires, ils sont tous responsables. Ils doivent penser aux populations. Mamadou Menuisier, pour lui, les concessionnaires devraient être les premiers payés à la fin du mois. Les concessionnaires devraient être payés avant même la fin du mois. Vraiment, ils le méritent. Après 3 jours de grève des concessionnaires du nettoiement, certaines rues de Dakar étaient méconnaissables. Beaucoup de Dakarois en ont fait les frais. Ils demandent à l'État de gérer ce qu'ils qualifient de détails avant que la situation n'empire. Midi 15 minutes. Le journal. L'actualité politique. Les réactions suite à la sortie du chef de l'État, Macky Sall a déclaré qu'il ne mettra pas un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. L'opposition dite significative rectifie et précise que son exigence est relative à l'organisation des élections. Celle qui participe au dialogue politique parle de coups durs pour les concertations sur le processus électoral. Georges Detchediop. Une fin de non-recevoir. Macky Sall renvoie l'opposition à sa copie. Le système électoral sénégalais est un système transparent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. S'il ne l'était pas, moi, je n'allais pas perdre quelques localités essentielles. Si on avait des moyens, vous croyez que moi, j'aurais eu 25% au référendum à Touba? Alors, il faut que les gens arrêtent. Quand ils perdent, non, c'est pas transparent. Quand ils gagnent quelque part, ils disent, oui, on a laminé le pouvoir. Non, il faut être cohérent. Je ne prendrai pas de militaires pour en faire un ministre de l'Intérieur. Si ça c'est une attente, c'est peine perdue. Qu'on travaille pour moderniser notre démocratie. C'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui décidera qui sera président ou qui ne le sera pas. Du côté de l'opposition dite significative, l'on rectifie le chef de l'État qui, selon Mamadou Diop Decroix, semble tout mélanger. Moi j'ai toujours dit, et je répète, que c'est le président de la République qui choisit son ministre de l'Intérieur, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéressera à partir du moment où il aura choisi son ministre de l'Intérieur, c'est les politiques que ce dernier met en œuvre et que nous critiquons. Par contre, ce qui nous concerne, et c'est dont nous parlons, et c'est sur ce terrain que nous attendons Macky Sall, c'est la question électorale. Nous voulons une autorité indépendante pour organiser les élections. C'est ça que nous voulons. Soit il ne nous entend pas, ou il fait semblant de ne pas nous avoir entendus. Au demeurant, nous ne faisons que répéter ce que le président Sall aujourd'hui disait quand il était opposant à Abdoulaye Wade. Nous estimons qu'il faut une autorité indépendante pour organiser les élections et non un responsable de l'APR pour organiser des élections. L'opposition qui participe aux concertations sur le processus électoral regrette la sortie de Macky Sall. Ndiawar Paye est le plénipotentiaire de correct cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections. Une déclaration qui intervient en pleine concertation. Le point concernant l'autorité indépendante chargée de conduire les élections, une demande de l'opposition. Donc toujours en discussion dans la concertation. Si le président de la République prend position comme ça veut dire que cette question-là elle est complètement close, elle est fermée. Donc il n'y aura pas d'issue, donc de solution par rapport à la demande d'opposition. Donc nous l'avons constaté pour tout le monde et nous nous regrettons. Nous allons apprécier dans le pôle de l'opposition également pendant la concertation qui reprendra demain, jeudi, Inch'Allah. Un bras de fer donc en perspective et en blocage du dialogue politique. En plus bref, la manifestation de la plateforme France Dégage est interdite par le préfet de Dakar. L'autorité administrative invoque comme motif de cette mesure des menaces de troubles à l'ordre public et des risques d'infiltration. La plateforme France Dégage prévoyait d'organiser un rassemblement devant l'ambassade de France demain après-midi. Une façon d'accueillir le président français Emmanuel Macron attendu à Dakar demain soir. Il vient prendre part à la conférence mondiale sur le financement de l'éducation. Justement, nous parlons éducation et nous poursuivons notre série de reportages là-dessus à 48 heures de la conférence mondiale sur le financement de l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons des abris provisoires à Kolda. Cela est fortement décrié par les enseignants de la localité. Abdoulaye Diallo.
Kolda est l'une des régions où persistent encore les abris provisoires dans le système scolaire. Une situation que se désolent les parents d'élèves et les enseignants. Fodé Dramé, secrétaire général régional de l'ODES de Kolda. Vraiment, en tant que syndicaliste, en tant que parent d'élèves et enseignant, je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons au XXIe siècle, jusqu'à présent des abris provisoires dans les écoles, vraiment on doit les éliminer parce que c'est vraiment désolant. Il s'impatiente de voir la fin du feuilleton des abris provisoires à Kolda. On nous parlait de résorption des abris provisoires. Jusqu'à présent, le ministre a rechanté que les abris provisoires seront éliminés. Jusqu'à présent, nous attendons. À Kolda, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parcourir 2 écoles sans trouver un abri provisoire. Donc c'est vraiment désolant. Idem chez les potaches. Les élèves jugent anormal la présence des abris provisoires dans les établissements scolaires du Fouladou. Kéba Seydi, l'académie du Fouladou, non, c'est anormal. Non, on faire mon situation élèves ont déploré cette situation. Je suis à l'école privée d'académie du Fouladou. Mais vraiment, cette situation, on ne peut pas dire nous les Koldois qu'on est oublié, mais bon, ce n'est pas normal. Même si des efforts sont en train d'être faits en termes de construction de salles de classe, mais le nombre d'abris provisoires ne cesse d'augmenter à Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, Tarek Ramadan placé en garde à vue à Paris. L'islamologue suisse entendu depuis ce matin par la police judiciaire de Paris, Tarek Ramadan a été finalement placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol. Tarek Ramadan est visé par 2 plaintes pour 4 viols déposés fin octobre 2017. À l'issue des 48 heures de garde à vue, Tarek Ramadan peut repartir libre ou placé sous le statut de témoin assisté ou tout simplement inculpé. Mali, le chef de l'opposition, exige le respect du calendrier électoral. Le chef de l'opposition malienne s'appelle Soumaïla Cissé. Le député malien réclame le respect du calendrier électoral et l'audit du fichier électoral. Le président de l'Union pour la République demande par ailleurs à Ibrahim Boubacar Keïta, candidat sortant, d'organiser des élections libres et transparentes au Mali. La présidentielle est prévue au mois de juillet prochain. En Guinée, campagne électorale morose en direction des élections municipales de dimanche prochain. 5 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche prochain pour une élection municipale aussi importante. Conakry, la capitale, ne vit pas au rythme de la campagne électorale. Daouda Diouf. C'est le 4 février prochain que 5 millions d'électeurs guinéens sont appelés à voter pour élire les conseillers municipaux, et cela après 13 ans d'inexistence. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins d'engouement au niveau de la capitale Conakry. Si la bataille fait rage à l'intérieur de la Guinée à cause d'un déploiement massif des membres du gouvernement qui, chacun dans sa région, fait campagne pour le parti au pouvoir. Par contre, Conakry reste étonnamment calme, et pourtant l'enjeu y est. Au plus d'une 50aine de listes de candidatures de partis politiques, de coalitions de partis politiques ou de candidatures indépendantes ont été enregistrées. Seulement quelques petits cortèges de candidats ou de leurs supporters sillonnent les quartiers ou animent au rond-point des grands axes avec des sonorisations. On note des banderoles aux couleurs de quelques partis politiques, notamment les 2 poids lourds, le RPG, parti au pouvoir, et l'IFDG, principale force de l'opposition, qui reste visible. Mauritanie, Binta Diallo, vers la probabilité d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle. Le plus grand rassemblement de l'opposition en Mauritanie s'engage sur cette voie. Un candidat unique à la présidentielle de juin 2019. Le Front national pour la démocratie et l'unité demande au président Aziz de ne pas participer au scrutin. 3e mandat interdit par la constitution mauritanienne. Mohamed Ould Mouloud est le président du FN. Il est au micro de Mohamed Diopin. L'opposition, en particulier le FNDU, a désigné une commission pour lui proposer une stratégie commune de toute l'opposition. Bon, tout le monde pense à la stratégie d'une candidature unique. Certainement, elle est la stratégie préférée. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est qu'il y ait une stratégie commune de toute l'opposition par rapport à tout le processus avant, durant et après les élections. Est-ce que vous avez confiance en Ould Abdelaziz ou pas par rapport aux élections? Une drôle de question on a confiance en lui. Lui, normalement, il doit se retirer parce qu'il est à la fin de son mandat et il doit laisser les autres préparer les élections. Apparemment, pour le moment, il n'en prend pas le chemin. Et c'est ça l'objet de l'inquiétude de tout le monde. Décidément, l'opposition fait feu de tout bois en Afrique, au Burundi par exemple. C'est l'union sacrée. Pour dire non à un référendum constitutionnel prévu en mai 2018, le scrutin devrait permettre, si le oui l'emporte, au président Nkurunziza de diriger le pays jusqu'en 2034. L'opposition interne et l'opposition en exil ont décidé d'unir leurs forces pour faire face.
On termine avec l'Égypte où l'opposition appelle au boycott de l'élection présidentielle de mars 2018. C'est également pour dire non à ce qu'elle appelle une mascarade électorale. L'opposition égyptienne appelle au boycott de la présidentielle de mars prochain. Elle compte d'ailleurs manifester sous le slogan « Restez à la maison ». Aucune garantie de transparence n'a été donnée selon l'opposition égyptienne. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Merci, Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aujourd'hui, point de vue sur les différents engagements de l'État, c'est par rapport à leur respect. Nous allons en parler dans quelques minutes. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Antoine Diouf. 17 présélectionnés pour préparer les éliminatoires du mondial masculin de basketball. Et c'est Abdourahmane Ndiaye Adidas, nouvellement désigné entraîneur de l'équipe nationale masculine, qui bat le rappel des troupes. Et c'est dans la perspective des éliminatoires du mondial. 17 joueurs ont été présélectionnés, vous l'avez dit. La plupart des joueurs ayant participé à l'Afrobasket sont appelés. On note quelques revenants, dont Randal Meida, Solekiam. Parmi les 17 lions présélectionnés, on note le retour du pivot Pape Abdou-Badji Alcès. L'ailier fort de Kangro Wilbrock a su montrer ses preuves récemment avec son club belge. Autre retour, celui de Ibrahima Thomas, un autre ailier fort des Lions qui s'est bonifié. La preuve, récemment, Ibrahima Thomas a remporté avec son club Étoile Sportive de Radès en Tunisie la 29e édition du tournoi international de Dubaï de basketball. En dehors de ces deux comebacks, il y a aussi la présence de Han Christian d'Almeida qui avait suivi l'Afrobasket 2017 depuis la tribune. Il y a aussi la présence de Mamadou Lamine Samb, Sangonegnan et Moïse Diamé qui faisaient partie de la liste des présélectionnés pour l'Afrobasket 2017. Toujours dans cette liste, pour les éliminatoires du mondial, on note la présence de Jules Richard Aw, un ailier fort qui évolue en Europe. Il a déjà porté les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Sa dernière apparition avec les Lions, c'était lors du mondial de 2006. Ce sera son grand comeback dans la tanière. Dans cette liste de 17 Lions, il faut noter aussi les absences de Clévin Anna et de Antoine Mendy. Sinon, sur les 12 Lions qui avaient défendu les couleurs du Sénégal lors de l'Afrobasket 2017, 10 sont présents sur la liste de 17 joueurs présélectionnés. Et pour ce tournoi de Maputo, 10 joueurs internationaux et 2 locaux vont composer le groupe de Abdourahmane Ndiaye Adidas. Sodaikiam, pour être tout à fait complet, retenez que le Sénégal va livrer son premier match le 23 février contre la République centrafricaine. La Côte d'Ivoire et le Mozambique sont les autres adversaires de groupe des Lions du basketball, Antoine. Le mercato, nous sommes en football, prend fin ce soir. Des mouvements notés chez les Sénégalais. Ah oui, et dans la perspective surtout du mondial russe, beaucoup de joueurs sénégalais ont migré vers d'autres cieux pour avoir plus de temps de jeu pour certains et d'autres pour franchir un palier. Avec comme objectif donc une participation au prochain mondial. Nous allons écouter Badara Sarr, c'est l'entraîneur de Bourg-Petite-Côte. Tous nos joueurs aussi, qui étaient même dans de grands clubs, mais qui n'ont pas eu le temps de jeu nécessaire, se sont dit qu'il fallait trouver un point de chute parce qu'on est à 6 mois de la Coupe, à moins de 6 mois de la Coupe du Monde. Donc il faut trouver un point de chute pour pouvoir être compétitif, parce que tout le monde le sait, parce que c'est une compétition qui demande la compétitivité. Donc généralement, pour être sélectionnable, il faut être dans une compétition. Donc on voit que certains joueurs même ont dit baisser même de niveau pour pouvoir, des joueurs qui ont quitté peut-être la première ligue anglaise, peut-être venir en France. Ou bien notamment Diafra Sakho qui a quitté donc West Ham pour rejoindre West Ham United. Et puis Pape Alioune Ndiaye qui prend le chemin contraire et quitte la Turquie pour rejoindre, disons, l'Angleterre. Donc Pape Alioune Ndiaye, donc il a fait, lui, il n'est pas dans la même situation. Je pense que c'est un joueur qui a de la compétition depuis un certain temps. Donc lui, qui a presque assuré sa place en équipe nationale. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a bénéficié de son talent, donc pour gravir un autre échelon. Mais pour les autres, que ce soit CV ou bien Diafra Sakho, on voit que CV il a quitté Newcastle pour aller en Turquie. Diafra aussi il a quitté West Ham pour aller à Rennes. Donc c'est pour trouver du temps de jeu, pour être compétitif, pour être visible aussi au niveau de la sélection. Donc c'est de bonne guerre. Au chapitre toujours des transferts, notez que Pierre-Emerick Aubameyang est officiellement joueur d'Arsenal. Le Gabonais quitte Dortmund. Arsenal n'a annoncé cependant aucun prix concernant le transfert, bien qu'il ait affirmé qu'il s'agissait d'un transfert record. PA, comme on l'appelle, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait arborer le dossard numéro 14.
Tottenham-Manchester United pour le choc de la 25e journée en Angleterre. C'est prévu à partir de 20h et ce sont les Spurs de Tottenham qui accueillent les Red Devils de Manchester United qui occupent la deuxième place du classement. L'équipe classée première, il s'agit de Manchester City, accueille West Bromwich Albion. Stoke City contre Watford. C'est prévu à partir de 20h et Stoke City qui va en profiter pour présenter sa nouvelle recrue, en l'occurrence le Sénégalais Pape Alioune Ndiaye qui quitte la Turquie, Stoke City de Mame Biram Diouf. À 19h45, notez que Newcastle fera face à l'équipe de Burnley. Southampton Brighton est dessus prévu à cette même heure. Leicester se rend chez Everton d'Idrissa Gana Gueye. Chelsea accueille la formation de Bournemouth. Hier, Liverpool s'est défait de Huddersfield 3-0. Arsenal renversé par Swansea 3-1. West Ham United et Crystal Palace ont fait match nul, un but partout. Monaco, Montpellier pour désigner le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. La demi-finale est prévue ce soir à partir de 20h05 en Espagne. Coupe du Roi ce soir 20h30 en demi-finale aller. Leganés fera face à l'équipe de Séville. Demain, Barcelone-Valence. Manche retour dès la semaine prochaine. En Italie aussi, Milan AC Lazio pour la seconde demi-finale aller de la Coupe nationale. C'est à partir de 19h45 ce soir. Hier, la Juventus de Turin a remporté la première manche devant Atalanta 1-0. Fin février pour les matchs retour, Antoine. Cher Tidjane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Avec Mbaye Sidi Mbaye. Que donc se passe-t-il dans la maison APR, celle qui nous gouverne? La visite prochaine du président français Macron en est la cause apparente. Précisément à Saint-Louis, ville témoin de la longue histoire coloniale du Sénégal et de l'Afrique française, Saint-Louis demeure encore un endroit symbole, non pas seulement pour son passé, mais également pour sa forte prégnation dans tous les grands mouvements et batailles pour l'émancipation et le progrès. Saint-Louis donc vaut toutes les batailles. Le président français a déjà donné un sens élevé à ses rencontres au Sénégal. D'abord, ranimer le partenariat mondial pour l'éducation. Ensuite, réfléchir ensemble sur l'insécurité née des migrations. Le 3 février, le président Macron se rendra à Saint-Louis, où son accueil est déjà une pomme de discorde. Le maire de Saint-Louis, ministre de l'Hydraulique, estime devoir avertir et prendre toutes les dispositions pour baliser. Mais baliser quoi? Personne, dit-il, ne verra ma photo sur une banderole ou sur une pancarte. Aussi, aucun responsable ne doit mettre sa photo sur une effigie. Un responsable qui mettra sa photo, je l'enlèverai personnellement, je ne l'accepterai pas. Il faut préciser qu'il est coordonnateur départemental de l'APR à Saint-Louis. Mais à qui donc s'adresse cette mise en garde ayant valeur de mise au pas? Son collègue ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas, l'a pris pour lui. Et sur le mode sarcastique, il réagit depuis Addis Abeba. Il y aurait, dit-il, des gens qui auraient le pouvoir dictatorial d'interdire, au mépris de la liberté, de venir accueillir leur président et son hôte, le président Macron, en portant nos t-shirts et arborant nos pancartes. Le ton est ferme, les mots bien choisis pour la réplique. Cet incident avant-coureur est un signe de grande entente cordiale entre ministres d'une part, mais aussi de la grande fraternité d'armes d'autre part, entre camarades. L'unité de vue qui devrait prévaloir sur une question seulement circonstancielle et factuelle se révèle fragile et précaire. Si l'on analyse bien la sortie du maire de Saint-Louis, sa menace a l'air d'une tentative de déclassement d'un adversaire objectif à l'intérieur de la même formation, mais dans le même espace départemental. Alors, l'enjeu de cette passe d'armes est évident. Se placer devant l'autorité, placer les autres derrière. Arracher le leadership ou bien le leadership à l'arracher.
l'école du parti a de beaux jours, comme on le voit devant elle, à l'APR. RFM, la presse du jour. Georges Detchediop. Nouakchott s'explique. Oui, la Mauritanie s'explique sur l'affaire de la mort du jeune pêcheur tué par les gardes-côtes mauritaniens. Selon le journal Le Quotidien, l'état-major général des armées mauritaniennes dénonce le comportement provocateur de l'équipage qui serait à l'origine du drame. C'est d'ailleurs pourquoi l'AS affirme que Nouakchott invoque l'excuse de la provocation, alors que Le Quotidien fait dans le jeu de mots et indique que Nouakchott pêche dans la provocation. L'état-major général des armées mauritaniennes a réagi à travers un communiqué. Selon l'armée mauritanienne, la pirogue a refusé d'obtempérer aux mises en garde répétées de l'équipage et s'est même rapprochée du bateau de surveillance dans l'intention d'entrer en collision avec lui en vue de l'endommager. Et face à cette situation jugée dangereuse, précise le communiqué, et dans le but d'immobiliser l'embarcation, le patrouilleur a procédé au tir sur le moteur de la pirogue. Et après son immobilisation, il s'est avéré, selon Nouakchott, que l'un des 9 occupants a été touché et il succomba à ses blessures quelque temps après. Et pendant ce temps, Fatou Ndiaye, mère du pêcheur tué, porte le deuil et pleure Serigne Fallou Sall. Elle s'est confiée à l'Observateur qui parle de confidences touchantes. Fatou Ndiaye dit avoir été parmi les manifestants sans savoir que c'est son fils Fallou qui a été tué. Macky Sall, lui, ne varie pas dans ses prises de position. Il martèle que l'usage de la violence par les gardes-côtes mauritaniens ne se justifie pas. C'est Direct Info qui rapporte les propos du chef de l'État. C'est d'Addis Abeba que le président Sall a craché ses vérités comme l'écrit mon confrère. Sur bien des sujets, revendications sociales, bonne gouvernance, carnage de Bofa, entre autres. Quelques passages à la une de Direct Info. Je vais recevoir prochainement les centrales syndicales. Il faut qu'on arrête l'amalgame et la confusion entretenue pour jeter le discrédit sur les institutions de la République. La tuerie de Bofa est inacceptable. Le chef de l'État s'est aussi prononcé sur le processus électoral. Selon les Échos qui titrent Macky marche sur l'opposition, le chef de l'État a soutenu que le système électoral est transparent. Mais ce qui retient le plus l'attention du journal Les Échos, une revendication de l'opposition. Macky Sall répond « Je ne mettrai pas un militaire au ministère de l'Intérieur. Si c'est leur attente, c'est peine perdue. L'opposition comprendra. » Un membre de l'opposition à la une de l'Observateur, le leader du parti Réumi, Idrissa Seck, en tournée à Tambacounda, s'est prononcé sur la visite de Macron au Sénégal. Pour lui, la coopération entre l'Occident et l'Afrique repose sur des rapports de domination et de pillage auxquels il faut mettre un terme. L'ambassadeur de France au Sénégal parle aussi de la visite de Macron au Sénégal. Toujours dans l'Observateur, Christophe Bigot, dans une interview aux pages 4 et 5 du journal, dévoile les raisons de la visite du président Macron au Sénégal. L'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, le procès Khalifa Sall. Le maire de Dakar fixé sur son sort vendredi. Oui, vendredi décisif pour Khalifa Sall. C'est le titre qui barre la une de Enquête. Selon mon confrère, le juge Lamotte décidera après-demain. Le Témoin parle de 48 heures chrono pour le président Lamotte. Le journal indique qu'il a décidé de suspendre l'audience jusqu'à vendredi pour vider les nombreuses exceptions d'irrecevabilité soulevées par la défense. Les exceptions préjudicielles, la liberté provisoire et l'incompétence et la litispendance qui ne peuvent pas être jointes au fond. Rendez-vous donc vendredi. Et vous savez quoi? Le procès ne sera pas suspendu si l'on en croit le journal Le Soleil. En cause, la procédure d'urgence intentée devant la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats de Khalifa Sall en vue d'arrêter les poursuites n'a pas prospéré. La Cour a renvoyé l'affaire au 20 février selon Le Soleil, qui nous apprend par ailleurs que les conseils du maire de Dakar ont déposé hier un cautionnement de 12 villas pour la libération de Khalifa Sall et continuent de demander l'annulation de la procédure. Direction à présent les États-Unis avec cette affaire de corruption présumée dans laquelle Cheikh Tidiane Gadio est cité. Libération révèle que le nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères est retiré du dossier d'accusation alors que son co-accusé Patrick O repasse devant le tribunal ce 5 février. La lecture que Libération en fait, Cheikh Tidiane Gadio assigné à résidence aux États-Unis, semble rouler tout droit vers la liberté. À la une de Tribune, gestion des hydrocarbures, les grosses révélations de Ousmane Sonko. Et Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'Énergie, demande la publication des rapports de l'IGE. Tribune souligne que Ousmane Sonko persiste et signe qu'au-delà du pétrole et du gaz, le dossier Petro-Tim a des implications insoupçonnées au plan institutionnel, administratif, judiciaire, citoyen, national et international. Un dossier qui
précise-t-il, implique Macky Sall lui-même. Ousmane Sonko présentait hier son ouvrage Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall étaient à la cérémonie de dédicace et avec Ousmane Sonko, ils ont tiré sur les salles. Selon Vox Populi, les 3 responsables politiques ont décliné les contours d'une spoliation des ressources pétrolières et gazières par Macky Sall et son frère Aliou. Un coup d'œil dans Source A. Diamniadio est assis sur du sable mouvant. Constat, à Diamniadio, le sol est de l'argile, ce qui a été confirmé par tous les bureaux d'études de sol intervenant au niveau du pôle urbain. Et vu la nature du sol, on craint pour Diamniadio les effondrements notés dans le projet Cypress Cap des Biches. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur les différents engagements de l'État, c'est par rapport à le respect ou non, on en parlera donc avec le grand sérine de Dakar, Abdoulaye Mokhtar Diop. En ligne déjà, bonjour. Bonjour. Eliman Diouf, vous êtes le secrétaire général de la CSA, bonjour. Bonjour. Alors, Abdoulaye Mokhtar Diop, l'on reproche à l'État de ne pas respecter ses engagements, d'où la série de grèves notées ces temps-ci. Mais pourquoi en est-on là, à votre avis? De m'avoir associé à ce que moi je considère comme une réflexion sur les relations entre le gouvernement et le mouvement syndical. Et je suis d'autant plus à l'aise que moi j'ai été de 1998 à 2000 le ministre de la fonction publique du Sénégal. Et ensuite, j'ai travaillé sur la matière en tant que ministre d'État en 2011. Et moi, j'ai chaque fois appelé l'attention du président de la République quand je conduisais les négociations sur la nécessité d'exécuter les engagements. Pourquoi, au-delà même de la satisfaction de l'intérêt des travailleurs, j'insistais toujours. Parce que tout retard dans l'exécution d'engagements financiers a des conséquences sur la trésorerie de l'État, simplement parce que d'arriéré en arriéré, on gonfle les charges. Je m'explique en termes plus simples. Si vous décidez, par exemple, d'octroyer à une catégorie de fonctionnaires telle prime en disant la date de référence, c'est le 1er janvier 1989. Si vous commencez de l'exécuter à partir de février 1989, sur 120 000 employés de l'époque, peut-être que ça va vous coûter dans le mois une centaine de millions. Accumulation de dettes en termes très simplifiés. Voilà, exactement. Donc, rien que pour ça, il faut que l'État veille à respecter ses engagements le plus tôt possible pour n'avoir pas de problème de trésorerie et être obligé de moratorier la dette. Donc, moi, je pense que il faut que l'on fasse l'effort pour apurer les arriérés. Surtout qu'il y avait un pacte social, je le comprends bien, qui devait permettre la résolution des revendications et ne pas en introduire de nouvelles. N'est-ce pas? Très bien. Donc moi je crois que là véritablement il faut que l'on fasse un effort. Surtout que rappelez-vous, le ministre ici avait dit que le gouvernement fait des engagements réalistes ou des choses comme ça pour ce qu'il avait dit. Donc moi je pense qu'il faut que l'on fasse des efforts pour sortir de ça. Très bien, on revient à vous tout à l'heure. Merci. Eliman Diouf, alors certains disent que l'État ne respecte pas ses engagements, mais pourquoi? Merci Antoine. Permettez-moi de saluer mon ancien directeur général à la SONES, monsieur le président Abdoulaye Mokhtar. Ça va? Ça va, merci. Très bien. Je voulais dire que par rapport à ce qui se passe réellement aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas un arbitre du jeu. Parce que pourquoi? Parce que quand l'État prend des engagements, je pense qu'il y a, depuis 2 ans, le président de la République nous a reçus au 1er mai et a dit que le Premier ministre devra recevoir les organisations tous les 3 mois pour faire le point de l'avancement des accords signés ou des négociations sur les cahiers de doléances. Ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas. Et c'est dommage. Le président de la République avait dit au moins tous les 6 mois, il va recevoir les centrales syndicales pour faire le suivi.
Ça fait plus d'1 an, il n'a pas rencontré les centrales syndicales. Lui-même ne fait pas le suivi, hein? C'est ça. Donc je dis, si l'État maintenant prend par ailleurs des engagements financiers, surtout dans le cadre des accords avec certains corps de l'État, comme les enseignants, la santé, même des décisions en disant que la campagne arachidière doit démarrer à telle date avec tel ou tel engagement. Et dans tous ces engagements, nous voyons qu'il y a un cafouillage énorme et il n'y a pas d'exécution des engagements qui sont. Donc, je pense que dans ce cadre-là, c'est normal qu'il y ait un bouillonnement aussi important. Regardez ce qui s'est passé vers Latmingué et Nioro. Les populations décrivent la manière dont la campagne arachidière est en train d'être menée. Les gens achètent le kilo à 150 francs et c'est les intermédiaires. Et ils disent au ministre de l'Agriculture que tout se passe correctement. On ne dit pas la vérité au président, c'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. C'est-à-dire que les mécanismes qui permettent au président de savoir ce qui se passe existent. Donc, on ne peut pas se cacher derrière ça. Parce que si lui-même, il faisait le suivi des rencontres que le Premier ministre devrait avoir avec. Je ne parle pas des ministres, parce que les ministres vont prendre des engagements, ils vont se reporter au ministre des Finances, ils vont se reporter au Premier ministre qui décante souvent les situations, on l'a vu avec les concessionnaires du nettoiement récemment. Voilà, donc tu vois, il a fallu que les concessionnaires et les syndicats du nettoiement soient en grève pendant 48 heures ou 112 heures pour qu'on puisse dire qu'on décante la situation. Très bien. Et je ne suis pas sûr même que c'est décanté totalement. Peut-être que il reste encore de l'argent dû à ces concessionnaires. Est-ce qu'ils vont y arriver? Espérons-le. C'est ça qui fausse le jeu aujourd'hui du dialogue social au Sénégal. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Abdoulaye Makhtar Diop, pour terminer, certains disent que le Trésor a des difficultés en ce moment. Vrai ou faux, je ne saurais dire ce qu'il en est. Mais au-delà de tout ça, comment faire pour que tous les engagements déjà pris, je dis bien déjà pris, soient respectés? Mais c'est très simple parce que l'essentiel, où tous les engagements pris ont une incidence financière. N'est-ce pas? Bon, à la date d'aujourd'hui, mais on connaît le montant chiffré des engagements. Moi, je pense que si les syndicalistes veulent une dernière fois faire une concession au gouvernement, qui devra quand même respecter les engagements et respecter les Sénégalais. Je le dis comme ça. Au moins accepter un moratoire pour ne pas retomber dans le même travers. C'est là, moi, je ne vois pas d'autre solution. Parce que comme il l'a dit, est-ce que le Sénégalais peut comprendre que des étudiants se mettent à brûler des pneus, on les accroche avec la police et qu'après on téléphone pour dire que demain on vous paye vos bourses. On ne devait pas arriver à ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, aujourd'hui, de la légèreté dans la façon de conduire les choses. Non, j'évite de qualifier tout ça, de les qualifier ainsi, mais disons que la bonne gouvernance inclut justement cette capacité d'anticipation et de règlement des choses à temps. Aujourd'hui, prenez l'enseignement supérieur privé. Mais on doit des milliards. Et que peut-être que si on paye 600 millions par mois, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut faire, la solution, elle est très simple. Autour du Premier ministre, qu'on fasse le tableau de tous les engagements financiers. Et en ce moment, nous pouvons demander, si nous devons être médiateurs, demander aux syndicalistes d'accepter un moratoire. Et comme l'a dit M. Diouf, qu'il y ait quelqu'un qui veille au respect de ses engagements. Très bien. Surtout que nous sommes dans une année électorale, ça également il faut l'inclure. C'est important. C'est pas surprenant que dans une année électorale, que les gens bougent pour qu'on les paye. C'est vrai. Et donc, et comme on est des hommes politiques, on doit avoir l'intelligence de ne pas faire le lit de revendication. Très bien. Merci, Grand Sérine de Dakar. Merci. Abdoulaye Makhtar Diop, vice-président à l'Assemblée nationale, médiateur social également. Vous avez été donc ministre de la fonction publique. Alors, Elimane Diouf, pour terminer avec vous rapidement, par quelle alchimie pourra-t-on satisfaire cette montagne de revendications des travailleurs? Bon, monsieur Diouf, non, c'est pas une montagne de revendications. Je pense que la plupart de ces revendications, c'est des accords qui ont été déjà signés. Par exemple, regarde ce qui oppose globalement la fonction publique et l'État. C'est le système de rémunération. Depuis 2 ans, une étude a été faite et les conclusions de l'étude sont sur la table. Mais asseyons-nous à la table, regardons ce qui est dans cette étude.
les conclusions, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain, après-demain. Qu'on ait un échéancier. Les centrales syndicales, les syndicats sectoriellement pris, chacun a un point de vue par rapport à ça. L'enseignement supérieur, le principal point d'achoppement aujourd'hui, c'est les questions de retraite. Regarde des gens qui vous disent, nous voulons cotiser plus pour avoir une bonne retraite. Et aujourd'hui, ils sont pressés de le démarrer parce que dans 1 an, dans 2 ans, chaque année, il y a des gens qui vont à la retraite. Et ils veulent qu'ils bénéficient de ça. Je pense que c'est des questions vraiment sur lesquelles, si on les série, vraiment, s'il y a une volonté politique, on peut arriver à des accords. Et ces accords, on ne dit pas qu'on peut tout faire aujourd'hui, mais au moins que les travailleurs sentent que sur les engagements, il y a un début d'exécution. Merci, voilà, Eliman Diouf. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSA. C'est fini pour Point de vue. Quelques infos météorologiques avant de vous quitter. Alors, le ciel sera passagèrement nuageux sur la majeure partie du territoire ces prochaines 24 heures. La sensation de chaleur sera moins marquée sur le pays. Cependant, une légère hausse des températures sera notée sur les localités sud-est où les pics vont varier entre 35 et 37 degrés. Le rappel de quelques titres. Mamadou Diop, 6 ans après sa mort, sa famille attend les 20 millions d'indemnisation de l'État. Sa veuve n'a pas encore reçu sa pension non plus, mais ses enfants sont bel et bien pris en charge par l'État. Vous avez certainement suivi les précisions du père de la victime et celles du directeur des pupilles de la Nation dans cette édition. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Mamadou Diop et de l'étudiant Balagaye à l'université où les étudiants se souviennent de leurs camarades. Le respect des franchises universitaires est exigé. Deuxième jour de grève du SAMES à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. C'est presque le calme plat. Dakar n'est pas encore totalement propre. Dans certains quartiers, les camions ramasseurs d'ordures se font désirer. D'après les concessionnaires, tout sera au point dans 48 heures ou 24 heures. Et puis l'opposition répond à Macky Sall qui compte pas nommer un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Les uns rectifient. Le président Sall, les autres parlent de coups durs pour les concertations en cours. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Serine Saludem. À la réalisation, Daouda Diouf et El Hadj Diogoudien, Pape Oumar Diaw était à la régie. El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof à 13h. Tout de suite, Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dinaa defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem